Bonjour, dans une première vidéo, nous avons expliqué les notions de culture et de civilisation et nous avons un peu initié une réflexion autour du concept de culture et du concept de valeurs, de normes et d'éléments que nous incorporons au fur et à mesure que nous appartenons à un groupe. Nous avons aussi expliqué que la culture elle est en perpétuel changement, que la culture va évoluer avec la population et nous avons expliqué 3 niveaux de culture auxquels nous rajoutons une division de la culture en 2. Donc on peut diviser la culture en la scindant en 2 et en parlant de culture savante et culture anthropologique ou culture partagée. Alors les chercheurs distinguent donc 2 composantes pour expliquer la première composante comme étant la culture savante, qui est chez Robert Galizan la culture cultivée, et chez lui, Porcher, elle correspond à des savoirs qui touchent la littérature, les arts et l'histoire. Cela veut dire que la culture savante, qu'on peut également appeler culture cultivée, c'est une culture que nous allons acquérir sur les bancs de l'école. C'est-à-dire que nous devons être capables de lire, d'écrire pour avoir accès à cette culture savante. Pourquoi? Parce que nous allons l'acquérir grâce à des ouvrages et puis grâce à des livres. Donc, la culture cultivée occupe une place très importante dans une société par laquelle la société distingue sa propre identité. Elle a été la seule présente dans les méthodes de langue pendant longtemps. Donc la culture savante, c'est la culture que nous allons acquérir grâce à un savoir savant. La culture anthropologique, qui est également appelée culture partagée ou culture populaire. Donc déjà le terme populaire, ça veut dire qu'elle est partagée par monsieur tout le monde, parce que ici nous n'avons pas besoin d'étudier pour avoir cette culture. Donc même les personnes analphabètes peuvent avoir accès à cette culture. Donc elle correspond à des manières dont les natifs voient le monde, la façon qu'ils ont de se comporter dans telle situation, ce qu'ils croient, leur représentation de l'étranger, aussi leur image de l'interculturel. Donc la culture populaire ou la culture anthropologique, elle s'acquiert partout, au contact des autres, dans les relations familiales, traditionnalistes, sociales, à travers les médias, par exposition, immersion, imprégnation, imitation, inculcation dès son arrivée au monde. Donc, pour simplifier, un enfant ou un nouveau-né qui arrive au monde va acquérir cette culture populaire au fur et à mesure qu'il grandit dans sa famille et puis dans un cercle un peu plus large qui est l'école, et pour revenir aux sous-cultures dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Donc cet enfant-là, ce nouveau-né, va développer cette culture populaire qui est en fait notre manière de voir le monde, nos valeurs, nos pensées, nos comportements, nos attitudes. Donc cette culture populaire et cette culture partagée, on va l'acquérir même grâce aux médias, par exposition. Donc il y a différentes manières pour acquérir cette culture. Alors, soit c'est par exposition. Et pourquoi je reprends les médias ici? Parce que je peux parfaitement regarder un certain nombre de séries télévisées, par exemple, d'une autre culture. Et donc, je peux m'imprégner, c'est-à-dire je peux acquérir quelques éléments de cette culture-là grâce à l'exposition à cette culture-là. La culture, populaire, on peut aussi l'acquérir par immersion. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une famille arabe marocaine et donc je suis arabe et marocaine. Donc là, j'ai ces éléments de cette culture-là grâce à mon immersion dans cette
culture. Comme on prendra l'exemple d'un fils d'immigré, par exemple, en Espagne, qui va grandir en Espagne et qui va acquérir la culture espagnole par immersion. On a aussi un autre mode d'acquisition, c'est l'imitation. Je peux acquérir quelques éléments de ma culture en imitant les uns ou les autres. Donc là, l'imitation aussi, elle fait partie du procédé d'apprentissage et d'acquisition. Par inculcation, on peut m'avoir éduqué de faire les choses de telle manière et de ne pas faire telle ou telle chose. Donc là, des éléments de ma propre culture vont être acquises par inculcation. Et tout ceci, on va l'acquérir dès notre arrivée au monde. Donc la culture populaire, c'est tout ce que nous apprenons dès notre arrivée au monde et par immersion, par exposition, par inculcation, et par contact aussi avec le monde qui nous entoure. Donc la culture populaire, c'est une culture transversale qui appartient à un groupe entier. Donc là, nous n'avons pas juste les personnes cultivées, mais toutes personnes confondues. Les individus les moins scolarisés, même analphabètes, possèdent eux aussi la culture populaire. Cette culture, même s'ils l'ignorent, gouverne la plupart de leurs gestes et leurs attitudes et de leurs actes. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, cette culture populaire, nous l'ignorons dans la majorité des cas, mais elle gouverne, c'est-à-dire elle guide nos actions, elle guide nos comportements, elle guide nos représentations et en fait, ce sont des éléments auxquels nous obéissons sans nous rendre compte. Contrairement à la culture savante qui s'apprend à l'école, la culture dite partagée ne renvoie pas à une culture apprise, mais plutôt à une culture acquise. Elle s'acquiert partout et comporte beaucoup plus d'implicite que d'explicite. C'est pour ça que nous avons parlé du fait que nous obéissons à cette culture sans s'en rendre compte. Donc la culture partagée, elle est vécue, elle n'est pas du tout enseignée. Il y a 3 niveaux de culture. Le premier niveau, c'est, selon Edward Hall, qui a distingué ces 3 niveaux. Donc le premier niveau, c'est le niveau technique. Et il est composé de règles de fonctionnement explicites. Donc là, on va souligner le mot explicite. Ce sont des règles de fonctionnement, ce sont des normes que nous allons respecter. Et pourquoi nous allons les respecter? Parce qu'elles sont explicites sous forme de loi, sous forme de règlement, sous forme de mécanismes concrets qui sont écrits noir sur blanc. Donc là, c'est le niveau technique. C'est-à-dire que, par exemple, je dois respecter, par exemple, le code de la route. Alors, le code de la route, il est écrit, il est explicite. Donc là, c'est un niveau qui est technique. D'accord? Donc là, c'est un ensemble de normes, c'est un ensemble de règles et qui sont explicites et qui sont écrites. Le deuxième, avant d'expliquer le deuxième niveau, on va dire que ce niveau technique ou ces règles, ce sont des marques qui sont évidentes et qui sont faciles à repérer parce que comment elles sont écrites, elles sont partagées avec tout le monde. Quand il s'agit par exemple d'un règlement intérieur au sein d'une université ou au sein d'une entreprise, le règlement intérieur, il est écrit noir sur blanc, peut-être partagé en format PDF ou sur des livrets d'accueil. Et en tout cas, on sait très bien que, par exemple, on doit respecter la hiérarchie, que telle personne, elle est sous la direction d'une autre personne et qu'elle doit lui rendre compte chaque semaine ou chaque mois. Donc là, c'est un règlement intérieur. Que, par exemple, pour envoyer un courrier, il faut obligatoirement mettre tel et tel élément. Donc là, ce sont des règles explicites et qui font partie d'un niveau technique. Alors la Constitution aussi, dans notre cas, ça fait partie du niveau technique parce que c'est un ensemble de normes et de règles que nous connaissons parce qu'elles sont écrites et elles sont partagées avec tout le monde. Et donc là, le fait qu'elles soient écrites et qu'elles soient partagées facilite quand même leur changement. C'est-à-dire que si on veut changer un règlement,
c'est relativement possible, parce que c'est écrit, parce que c'est dit, mais bien sûr, ça doit se faire par les autorités qui ont le droit de le faire. Donc, ce sont des normes, des règles explicites qui vont organiser la vie dans la société. Nous avons quand même besoin de règles et de lois pour que la vie en société se déroule dans de bonnes conditions. Le deuxième niveau, c'est le niveau formel. Alors, il est composé de règles aussi, de normes, mais ces règles-là, elles se situent à mi-chemin entre le niveau technique et le niveau informel. Donc, on a 3 niveaux, ce dont Edward Hoyle. Nous avons le niveau technique, ce sont des règles écrites, explicites. Nous avons le niveau formel et le niveau informel. Donc le niveau formel, il se situe à mi-chemin et c'est un ensemble de règles, c'est un ensemble de normes, mais qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas explicites. Donc le contraire, elles sont implicites et elles sont plutôt liées à des valeurs de morale et des règles de vie en société. On va prendre l'exemple d'une administration publique, par exemple, lorsque nous allons légaliser un document. Quand on y va, on trouve qu'il y a quand même 5-6 personnes qui sont devant et qui font la queue. Automatiquement, je viens derrière, je serai la 6e personne. Qu'est-ce qui fait que je me positionne en dernier? C'est une règle de vie sociale, c'est-à-dire que je dois respecter les gens qui sont venus avant moi, et donc là, c'est une règle, c'est une norme, mais qui n'est pas écrite, qui n'est pas explicite, mais c'est une règle de vie sociale. Nous avons des règles de morale aussi, c'est-à-dire que quand je vois, j'ai pris le bus, je suis assise, mais je vois à côté qu'il y a une dame âgée, un monsieur âgé, une femme enceinte qui est debout. Donc, je vais, on le dit d'ailleurs par politesse, lui céder la place. Mais en fait, c'est une règle morale qui n'est pas écrite non plus, mais c'est une règle quand même. La règle, c'est de respecter l'autre, c'est d'aider aussi l'autre. Et donc là, vous remarquez que c'est un ensemble de normes, mais qui ne sont pas écrites, qui ne sont pas explicites, mais plutôt implicites. Alors, quant au niveau informel, donc là on arrive au 3e niveau, il est composé de normes constituant au regard de la culture la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est une partie qu'on ne voit pas. Alors on prend l'exemple de l'iceberg parce que c'est un grand glacier, c'est une grande montagne en glace, et généralement dans la mer on voit un petit bout de l'iceberg. Mais en fait la partie immergée, c'est-à-dire la partie enfuie, elle est plus grande parce qu'il s'agit d'une montagne, d'un glacier. Et donc là, le niveau informel, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est vraiment une grande partie de normes, de règles qui sont enfuies à l'intérieur de nous-mêmes, mais qui ne sont pas visibles. Donc particulièrement nombreuses et subtiles, elles se situent à un niveau inconscient. Il s'agit par exemple de valeurs et de convictions profondes pouvant provoquer l'attrait ou la répulsion spontanée par rapport à quelque chose. Alors, on explique ici cette notion d'attrait ou de répulsion. Alors, si par exemple, on va toujours donner des exemples parce que ça simplifie la compréhension. Donc là, l'exemple, c'est de dire que on va prendre un individu qui a grandi dans une famille où on a un peu peur de l'autre. On a cette image de l'autre qui est, alors l'autre c'est l'enfer, il faut faire attention, il faut être méfiant. Alors un enfant qui a grandi dans une famille qui inculque ces valeurs de méfiance. Donc cet enfant-là, étant même enfant ou après adulte, va avoir une sorte de rejet
de répulsion par rapport à l'autre. Donc, nous ne sommes pas dans l'attrait, il ne va pas être attiré par l'autre, mais plutôt il va être dans le rejet parce qu'il a été éduqué au fait qu'il faut être méfiant, il ne faut pas faire confiance, que l'autre va nous causer des problèmes. Et donc là, on ne va pas être dans des stratégies de coopération, mais plutôt dans des stratégies d'évitement. Alors, les normes inconscientes, si vous voulez, ou le niveau informel fait aussi référence à notre manière ou à la distance à laquelle nous devons nous maintenir pour converser. Par exemple, en parlant avec quelqu'un, je peux me rapprocher comme je peux m'éloigner. Bon, ça c'est une norme, mais c'est une norme qui m'appartient individuellement et c'est une norme que j'ai développée parce que j'ai été éduquée de telle ou telle manière ou parce que j'ai fait partie d'un environnement qui converse en ayant un espace quand même intéressant ou bon, important. Ces éléments, on va dire le niveau informel, regroupe également l'ensemble des gestes, notre position du corps, les expressions du visage et beaucoup d'autres attitudes dont nous ne comprenons pas le pourquoi du comment, c'est-à-dire pourquoi nous faisons ceci et cela, et comment ça se manifeste, on ne le comprend pas. Pourquoi? Parce que c'est enfui en nous, c'est la partie immergée, comme j'ai dit, de l'iceberg. Le niveau informel constitue le noyau dur de la culture. Et, vous l'aurez peut-être compris, comme on ne le voit pas, il est difficile à changer. C'est pas comme le niveau technique où c'est explicite et c'est écrit, donc c'est facilement modifiable. Ici, le niveau informel, il est difficilement modifiable parce que on n'en est pas conscient, justement. Peut-être que je suis une personne qui est timide et donc qui refuse le contact, mais je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait que je suis timide? Qu'est-ce qui fait que j'agis de cette manière? Peut-être que je suis au contraire, quelqu'un de très sociable, qui parle beaucoup, ou d'ailleurs qui parle beaucoup et qui ne laisse pas l'occasion aux autres de s'exprimer. Et donc là, tant que je ne suis pas conscient de cette attitude-là, de ce comportement-là, je ne vais jamais me dire je vais changer ce comportement parce que j'en suis inconscient ou j'en suis inconsciente. Donc ces règles, nous les avons apprises dès notre naissance au travers des gestes, des paroles, mais aussi des soins de ceux qui nous ont entourés. Dans nos conversations avec les autres, dans nos jeux avec les enfants du voisinage. Donc là, nous remarquons différents contextes dans lesquels nous avons développé cette partie émergée de l'iceberg. Nous avons développé cette partie informelle, tout ce qui relève de nos comportements, attitudes et gestes. Peut-être que dans mon jeune âge, en sortant dans la rue pour jouer avec les enfants des voisins, j'ai toujours été acceptée, chérie. Et donc là, je vais avoir une forte confiance en moi et je ne vais pas avoir cette méfiance par rapport aux autres, mais je vais avoir plutôt cette aisance communicationnelle. Je vais aller vers les autres, je vais communiquer. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un environnement qui a favorisé cela. Contrairement à une autre personne qui a été rejetée à cause d'une différence, justement. Et donc ce rejet, il va s'accentuer petit à petit et donc va donner lieu à une attitude de méfiance, de repli sur soi. Et donc on voit ici que c'est quelque chose que nous avons développé, avec laquelle nous avons grandi dès notre jeune âge. Donc en un mot, nous avons acquis cette partie de la culture tôt dans l'enfance, dans un environnement nécessairement social et culturel. C'est-à-dire que ce sont des éléments que nous allons acquérir dans la société, pas de manière individuelle. Donc dans un environnement nécessairement social et culturel, et de la même manière que nous avons appris à parler, c'est-à-dire sans savoir comment. Mais elles constituent les racines de nos actions et sous-tendent
tous nos échanges, ces comportements, ces valeurs ou ces modèles correspondent avec des nuances théoriques à ce que Pierre Bourdieu appelle les habitus ou à ce que Edouard Hall appelle les schémas informels. Alors, nous avons ici un schéma ou une figure qui va nous expliquer de manière concrète ces trois niveaux. Donc en récapitulant, nous avons parlé du niveau technique, du niveau formel et du niveau informel. Alors, pour ce qui est du niveau technique, on a dit que ce sont des règles explicites, donc qui sont vues parce qu'elles sont partagées par tous. Et donc là, dans cette illustration, on va voir que ce niveau technique, on peut aussi l'appeler culture morphologique observable. Donc nous avons ici un arbre avec donc une partie visible, ça peut être avec des fleurs ou avec des fruits ou des légumes. Donc là, c'est une partie qui est visible et donc là, c'est la culture morphologique. C'est l'ensemble des éléments qui peuvent être modifiables. Nous avons aussi l'arbre, il est supporté par un tronc. Alors le tronc, c'est la culture structurelle. Ce sont les organisations sociales qui supportent les relations entre les humains. Ce sont l'ensemble des valeurs sociales, de la morale qui supportent, c'est-à-dire qui tient une société. Et donc là, c'est pour cela que cette illustration de l'arbre, elle est très importante et puis très significative. Puis nous avons ce dont on a parlé, ce sont c'est la partie immergée. Et dans l'arbre, ici, on va parler de racines. Alors les racines, elles sont invisibles, elles sont enfuies dans la terre et c'est l'ensemble des éléments des éléments qui font partie de notre personnalité, qui font d'ailleurs notre singularité. Et donc là, c'est ce qu'on va appeler dans cette illustration la culture mythique. Donc aux trois distinctions ou aux trois niveaux, nous allons rajouter trois autres distinctions en parlant de culture morphologique qui est visible à tous, de culture structurelle, c'est-à-dire qui va supporter et tenir toute la société, parce que quand une société perd ses valeurs morales, elle est perdue, et puis de racines, c'est-à-dire d'éléments enfuis et qui sont quand même, comme les racines, elles sont vraiment ancrées, elles sont difficiles à changer, et donc un arbre, en fait, lorsqu'il a des racines qui sont fortes, il est difficile à déraciner, et donc là, difficile à modifier et à changer. Alors la notion de culture, aussi immense et aussi large soit-elle, elle tourne autour d'un ensemble de mots-clés. On a parlé de normes, on a parlé de valeurs, on a parlé de règles, on a parlé de normes qui vont être techniques, de normes qui vont être formelles, de normes qui vont être informelles. Et donc ceci nous renvoie en fait à une autre notion, c'est celle de l'identité. C'est-à-dire que, en parlant de culture, on parle des individus et de groupes d'individus qui développent cette culture. Mais quand on parle d'un individu, on parle aussi de sa propre identité. Alors le terme identité, du latin idem, c'est-à-dire le même, peut avoir plusieurs sens. Alors, l'identité, c'est le caractère de ce qui demeure identique, c'est-à-dire identique à soi-même. Et donc là, on va voir le premier sens, c'est-à-dire identique, c'est-à-dire identité, identique, égale, d'accord? Donc il y a cette notion d'égalité. D'ailleurs, en mathématiques, on parle d'une identité comme étant le constat que deux membres ou deux objets font partie de la même identité. Donc là, on parle d'égalité et d'équivalence. Le deuxième sens, c'est faire référence à quelque chose ou un être vivant qui est le même qu'un autre. Donc là, l'identité, c'est la chose qui va nous permettre de regrouper plusieurs éléments sous un même concept. Donc dans le deuxième sens, nous avons aussi cette notion d'identique, d'égal à. Donc là, cette notion d'identité, c'est-à-dire d'égalité,
d'identique à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre va nous renvoyer à cette notion d'identité nationale. Alors l'identité nationale, c'est le sentiment qu'éprouve une personne à faire partie d'une nation. Et cette identité nationale, nous la partageons tous. Grâce à quoi? Grâce à des points communs que nous avons. Et ces points communs, ils sont généralement visibles grâce à un effort qui est volontairement organisé par l'État, afin d'en imprégner les individus dès leur enfance. Alors ici, on va prendre l'exemple d'éléments symboliques faisant partie de l'identité nationale. On peut prendre l'exemple de la langue nationale, de l'hymne national ou même d'un drapeau national. Donc ce sont des éléments qui vont être partagés par tous dès le jeune âge et qui vont être organisés par le pouvoir de l'État. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir ce sentiment d'appartenance. Le troisième sens que nous pouvons et sur lequel nous allons nous attarder par rapport à l'identité, c'est ce qui permet de différencier sans confusion possible une personne, un animal, une chose d'une autre. Alors, ici, on peut parler de tous les éléments qui font partie de notre carte d'identité. Le nom, le prénom, l'âge, le nom de la mère, du père. Donc là, ce sont des éléments qui font partie de notre propre identité. Mais nous avons aussi une photo d'identité, des empreintes digitales, des empreintes aussi génétiques. Nous avons aussi alors une date de naissance. Nous avons des éléments qui nous différencient les uns des autres. En psychologie, l'identité, c'est la conscience que l'on a de soi-même, ainsi que par la reconnaissance que les autres se font de nous. Donc là, nous avons une sorte de jeu de miroir. L'identité en psychologie, c'est la vision que nous avons de nous-mêmes, mais aussi la vision que les autres ont de nous. Donc elle permet à l'individu de percevoir ce qu'il a d'unique, c'est-à-dire son individualité. Alors, l'identité, elle est quand même immatérielle, c'est pas quelque chose qu'on va matérialiser. Même si une carte d'identité peut matérialiser quelques éléments de notre identité, mais elle n'est pas exhaustive, c'est-à-dire que nous ne sommes pas juste un nom et un prénom, un âge et une adresse, mais nous avons aussi d'autres éléments qui font partie de notre identité et qui ne sont pas mentionnés dans un papier ou un papier officiel. Donc l'identité, elle est immatérielle, elle ne peut être quantifiée. Elle se modèle indéfiniment en fonction de nos expériences et de nos rencontres. C'est-à-dire que les éléments de mon identité, je vais les modeler telle une pâte à modeler, c'est-à-dire ils vont changer au fur et à mesure que nous rencontrons des situations qui sont différentes et par rapport à nos expériences. C'est-à-dire que les éléments de notre identité vont être modifiés, vont évoluer en fonction des contextes dans lesquels nous nous développons. Justement, les contextes dans lesquels nous nous développons font référence à une sorte d'interaction. C'est-à-dire que l'individu, il est toujours en interaction avec son environnement, proche ou lointain. Et ces interactions-là vont donner lieu à ce qu'a appelé Goffman la notion d'acteur social. C'est-à-dire que nous sommes des individus qui jouent un rôle dans la société. Et donc, en tant qu'individu, j'ai plusieurs identités. Et à chaque fois, je vais sortir des éléments de mon identité en fonction du contexte dans lequel je suis. Donc, pour être dans cette notion d'acteur social. Et nous avons pour cela un arsenal symbolique pour jouer des rôles qui sont acceptables aux yeux des autres. C'est-à-dire que, par exemple, en parlant à un responsable hiérarchique, je vais utiliser un certain nombre de formules de politesse, je vais utiliser un langage précis, je vais aussi utiliser une gestuelle, une mimique qui répond aux exigences de cette situation, parce que je suis en train de parler à un responsable hiérarchique. Et puis, je reste la même personne, mais je rencontre des amis dans un café et je ne vais pas parler de la même manière et je ne vais pas parler des mêmes sujets. Donc, nous restons des acteurs sociaux qui mobilisent différentes facettes de notre identité, de nos singularités en fonction des contextes dans lesquels nous nous retrouvons.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.